La lignée humaine sur 7 millions d'années. La lignée humaine, c'est l'ensemble des espèces qui possèdent au moins un des caractères dérivés suivants. Le volume crânien important, la réduction de la face, la bipédie et les activités artistiques. Le genre Homo, lui, possède ces 4 caractères dérivés. Nous allons nous demander depuis quand existe la lignée humaine. Nous allons également tenter de savoir quand le genre Homo a-t-il émergé et où, à quel endroit. Et enfin, nous saurons à l'issue de cette vidéo s'il y a beaucoup de fossiles du genre Homo. À partir de cette vidéo, vous devrez obtenir une synthèse. Dans cette synthèse, vous devrez pouvoir présenter rapidement les paramètres qui permettent d'évaluer les caractères dérivés précédents, les 4 caractères dérivés précédents, c'est-à-dire évaluer le volume crânien et la réduction de la face, évaluer l'aptitude à la bipédie et les traces d'activité artistique. Vous devrez également localiser les différents fossiles présentés et les dater. Cela, vous le ferez pour 5 représentants de la lignée humaine. Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo neanderthalensis et Homo sapiens. Pour construire une bonne synthèse, nous vous conseillons d'utiliser et donc de construire un tableau. Pour cette présentation, nous allons utiliser cette échelle des temps qui va de moins 7 millions d'années jusqu'à nos jours. Ainsi, nous pourrons situer les différents représentants de la lignée humaine et tenter de comprendre leurs relations de parenté. Commençons tout d'abord par le plus ancien d'entre eux. Le plus ancien d'entre eux est Toumaï. Toumaï est le surnom d'un crâne fossile de primate qui a été découvert en 2001 en Afrique, au Tchad. Certains paléoanthropologues le considèrent comme l'une des premières espèces de la lignée humaine. L'âge de ce fossile est estimé à 7 millions d'années. Il vivait dans des forêts à proximité d'une rivière. Toumaï mesurait environ 1 mètre et pesait à peu près 35 kg. Il possédait un très fort bourrelet sus-orbitaire comme on peut le voir ici. Son apparence a pu être reconstituée ainsi. D'autres restes fossiles très anciens sont ceux d'Ardipithecus. Ils sont datés de moins 6 à moins 4,5 millions d'années et ont été découverts en Afrique de l'Est. Les restes obtenus sont très fragmentaires et les scientifiques sont partagés entre des ancêtres du chimpanzé ou alors les premiers représentants du genre Homo grâce à certaines caractéristiques de leurs dents. Voici une reconstitution hypothétique d'Ardipithecus. On ne connaît ni leur degré de bipédie ni leur mode de vie. Comme vous le voyez, les relations de parenté entre les différents fossiles de la lignée humaine sont très hypothétiques. Donc toutes les relations que nous représenterons seront accompagnées d'un point d'interrogation pour bien montrer cet aspect hypothétique. Ensuite sont apparus les Australopithecus. Les Australopithèques sont les premiers représentants certains de la lignée humaine. Lucie est le surnom du fossile de l'espèce Australopithecus afarensis découvert en Éthiopie en 1974 par une équipe de recherche internationale. Ce fossile est complet à 40%, ce qui est assez important. Son crâne montre un volume crânien assez réduit, d'environ 400 cm3, une absence de front et un fort prognatisme. Il peut être ainsi reconstitué. Son squelette, de petite taille comme la plupart des squelettes d'Australopithèques, c'est-à-dire entre 1,10 m et 1,40 m, présente des particularités, comme un trou occipital légèrement en arrière, un bassin large et des fémurs obliques.
Certaines de ces particularités sont, comme vous le savez, liées à une bipédie permanente. On pense qu'ils vivaient dans des milieux ouverts, comme des plaines. Le plus vieux fossile d'Australopithèque connu est daté d'environ 4 millions d'années, et le plus jeune Australopithèque trouvé est âgé de 2 millions d'années. Tous ont été trouvés en Afrique de l'Est ou du Sud. Voici maintenant un crâne de Paranthropus robustus. On peut le dater aux environs de moins 1,5 million d'années et les représentants du genre se situent entre moins 2 et moins 1,7 million d'années. On a pu, à partir de différents crânes, reconstituer l'aspect du paranthrope. Pour cela, on a ajouté successivement les couches musculaires en utilisant les insertions musculaires qu'on pouvait remarquer sur les crânes, puis on a ajouté la peau et enfin on a imaginé l'aspect des cheveux ou des poils. Les Paranthropus avaient un volume crânien compris entre 420 et 600 cm3. Les différents représentants des paranthropes avaient une taille avoisinant 1,30 m à 1,50 m et possédaient une forte musculature. Ils avaient un visage assez plat et Paranthropus vivaient probablement dans des secteurs boisés, en Afrique du Sud et de l'Est. Il n'y a pas de preuve irréfutable de la production d'outils ou d'armes en pierre par les paranthropes. Homo habilis est le premier représentant du genre Homo. Sa capacité cérébrale était de 600 à 700 cm3. Son crâne est haut et arrondi. Son front est réduit. Il présente un fort prognatisme. Sa taille était comprise entre 1,15 m et 1,30 m pour un poids de 30 à 40 kg. Son crâne présente un trou occipital centré qui traduit clairement sa bipédie. On a pu faire une reconstitution suivante d'Homo habilis. Il aurait vécu entre moins 2,5 et moins 1,5 million d'années. Il a donc vécu en même temps que l'Australopithèque et que le paranthrope. Son nom, homme habile, provient de sa capacité supposée à tailler la pierre. Ces outils sont cependant simples et ils correspondent à des galets aménagés de type chopper ou des hachoirs tranchants. Leur utilisation devait se limiter à découper des carcasses et à travailler le bois. Mais de nouveaux régimes alimentaires ont ainsi pu se mettre en place, c'est-à-dire que ces Homo habilis étaient davantage omnivores. Ainsi, le genre Homo est moins opportuniste et commence à maîtriser son environnement. Homo habilis vivait dans des savanes arborées humides et s'affranchissait petit à petit du monde des arbres. Le premier fossile a été découvert en Tanzanie et en Afrique de l'Est pour les autres. Homo erectus est une espèce qui présente de grandes disparités entre les individus et on considère actuellement qu'elle représente plusieurs populations différentes. Leur taille varie de 1,50 m à 1,80 m pour un poids de 45 à 57 kg. Leur capacité cérébrale représente 800 à 1200 cm3. On note une réduction de la face et de l'appareil masticateur, avec peu de prognatisme. Il possède un front. Son trou occipital est centré. Voici une reconstitution d'Homo erectus. Cet homme nouveau construit des campements, invente de nouveaux outils. Il met au point en particulier toute une panoplie d'armes de chasse. C'est à cette période qu'apparaissent les premiers véritables bifaces, c'est-à-dire des outils taillés avec soin sur deux faces, de façon à obtenir une pièce symétrique. Homo erectus est la première espèce de la lignée humaine à quitter l'Afrique et à occuper petit à petit l'Europe, le Moyen-Orient, puis l'Asie. Homo erectus aurait vécu de moins 2 millions à moins 150 000 ans. Homo erectus totavelensis, c'est-à-dire l'homme de Totavel, est le plus vieil hominidé français. Il est daté moins 450 000 ans environ. Un peu plus tard est apparu
Homo neanderthalensis. Le volume crânien d'Homo neanderthalensis, 1500 cm3, était comparable à celui d'Homo sapiens. Il était nettement bipède, avec un trou occipital centré, un bassin court et large et des fémurs obliques. Son front était haut et son prognatisme réduit. Voici une reconstitution d'un néandertalien. Ses outils étaient perfectionnés. On considère qu'il descend d'Homo erectus et qu'il est particulièrement bien adapté au froid. Il était très trapu, avec une cage thoracique plus large que chez Homo sapiens. Ses outils étaient variés et perfectionnés. L'homme de Néandertal, Homo neanderthalensis, est une espèce contemporaine d'Homo sapiens, dont on ne trouve des restes qu'au Proche-Orient et en Europe. Cette espèce serait apparue vers moins 110 000 ans et aurait disparu vers moins 30 000 ans pour des raisons encore imprécises. On en est réduit à des hypothèses. La plus couramment admise est que ce grand chasseur habitué à la faune de la période glaciaire, c'est-à-dire qui chassait des mammouths, des rhinocéros laineux, ne se serait pas adapté au réchauffement climatique de la fin du Vergne. Le dernier représentant de la lignée humaine est Homo sapiens. Le type Homo sapiens du Paléolithique est l'homme de Cro-Magnon, dont voici le crâne et la reconstitution. Homo sapiens a un volume crânien d'environ 1450 cm3. Sa face est réduite et elle présente un front haut. Il n'est pas prognate. Il possède un trou occipital centré, un bassin court, et ses fémurs sont obliques, lui permettant la bipédie et une bonne aptitude à la course. Une des caractéristiques de l'activité d'Homo sapiens est l'apparition de processus artistiques, comme la peinture ou la sculpture. La découverte de la grotte Chauvet en 1994 a surpris tous les spécialistes par la remarquable maîtrise technique dont les artistes faisaient preuve, comme le montre aussi cette fresque de la grotte de Lascaux, ou cette sculpture, cette Vénus, ou sculpture de femme. Homo sapiens est présent depuis 100 000 ans environ, et c'est le seul représentant aujourd'hui de la lignée humaine. Après avoir placé tous ces fossiles sur la frise chronologique, que peut-on retenir sur la lignée humaine depuis 7 millions d'années? Comme on le voit sur cette représentation, il n'existe pas une suite d'espèces formant une chaîne, depuis le chimpanzé jusqu'à l'homme. Au contraire, la lignée humaine est constituée d'un nombre très élevé de fossiles, dont certains ont vécu en même temps, et qui forment non pas une chaîne, mais comme un buisson, une multitude de rameaux. Homo sapiens est la seule espèce de la lignée humaine qui est présente actuellement. Finalement, comme l'ont dit ces chercheurs, l'histoire biologique des hominidés ressemble à celle de la plupart des autres familles animales, c'est-à-dire qu'elle a été buissonnante et non linéaire. Plusieurs espèces d'hominidés sont apparues, ont coexisté, puis ont disparu. Mais pas Homo sapiens, qui reste seul aujourd'hui.